Hello. 5 victimes, 5 crimes, plusieurs départements et une chasse à l'homme qui a duré plus de 20 ans. Voici le programme du jour. Clara est une adolescente de Charente-Maritime, elle a 15 ans et ses cours au lycée se terminent. Elle sort de classe et part à pied pour rentrer chez elle, comme d'habitude. Sauf qu'au bout de 500 mètres, une voiture s'arrête. L'homme à l'intérieur l'accoste en lui demandant son chemin, il a l'air perdu. Clara se penche vers la fenêtre et à ce moment-là, l'homme l'attrape par le cou et brandit un couteau. Des paroles simples suffisent à la faire monter dans la voiture. Si tu cries ou si tu tentes de t'échapper, je te tue. Une fois à l'intérieur, la voiture redémarre et son visage est couvert par son sac à dos. Une demi-heure s'écoule jusqu'à ce que la voiture finisse par s'arrêter. Clara est arrivée à Ballon, une commune entre La Rochelle et Rochefort. Menacée par ce couteau, elle est contrainte par l'homme de suivre la route entre bois et marécages. Malheureusement, il arrive un moment où l'homme lui demande de s'arrêter. Il l'oblige à se déshabiller et la viole. Et pendant qu'il le fait, il la menace avec son couteau en le faisant glisser sur elle. Clara pense qu'elle va mourir, mais l'homme finit par s'en aller, en ayant dispersé ses vêtements un peu partout dans les bois. Il l'abandonne nue. Clara a 15 ans, elle est nue dans une forêt, mais elle rassemble ses forces pour arriver à la gendarmerie. Sur place, elle va dresser le portrait robot de son agresseur. Un homme de type européen, d'environ 30 ans, les cheveux bruns coupés courts, mince, les yeux bleus, le visage émacié et parlant un français parfait, sans accent. Les gendarmes réalisent un prélèvement et l'ADN du violeur est donc trouvé. Sauf que nous sommes le 4 décembre 1998 et cet ADN ne donnera rien. À plusieurs centaines de kilomètres de Clara vit Sophie. Sophie habite à Verrières-le-Buisson en Essonne. Le 1er avril 1999, alors qu'elle attend son bus, une Peugeot 205 de couleur grise s'arrête à son niveau. L'homme lui demande son chemin et elle s'avance donc vers lui. Il sort une arme et Sophie est obligée de monter dans sa voiture. Elle garde la tête baissée pour ne pas voir la route pendant une vingtaine de minutes. Arrivée à Saint-Aubin, elle est conduite par l'homme dans un coin isolé. Sophie est violée et ses vêtements sont répartis dans les bois avant d'être abandonnée nue. Elle porte plainte et des prélèvements ADN sont effectués. Lorsqu'on lui demande le profil de l'homme, elle décrit un homme de type européen, environ 35 ans, plutôt grand, 1m80 à 1m85, mince, cheveux courts bruns, yeux bleus. Mais cette description ainsi que la marque de la voiture ne donnent rien. Un an s'écoule, nous sommes le 16 avril 2000. Karine a 15 ans, elle vit à Antony dans les Hauts-de-Seine et elle attend son bus. Un homme arrive, il cherche son chemin et il la force avec une arme à monter dans sa voiture. La voiture roule jusqu'à Limoux en Hurepoix, une commune de l'Essonne, et l'homme l'amène dans une châtaignerie tranquille. Karine est violée et laissée nue par son agresseur. Nouveau prélèvement ADN, nouvelle description de l'homme. Européen, âgé de 30 à 40 ans, brun, grand et les yeux bleus très clairs. « 3 juillet 2000, Viroflay. Sandrine a 18 ans et elle attend son bus. Une Renault 25 grise s'arrête à son niveau. Un homme sort une carte routière qu'il a du mal à lire et lui demande de l'aide. Alors que Sandrine décide d'aider cet homme, il sort une arme et la menace. Elle monte dans sa voiture. Elle a les yeux cachés pendant tout le trajet jusqu'à arriver à Loges-en-Josas. Elle est violée, attachée nue à un arbre et ses bracelets sont aussi volés. Sandrine finit par être secourue par la police. Elle décrit un homme de type européen, 35 à 40 ans, 1m85 environ, cheveux courts bruns, yeux bleus. L'ADN est prélevé. La section de recherche de Versailles est sur le pont et va interroger le voisinage. On interroge par hasard un garagiste qui en fait a vu le kidnapping. Alors qu'il prenait sa pause cigarette, il a vu une voiture s'arrêter près de l'arrêt de bus et parler à une jeune femme. Sauf qu'il pense que l'homme drague lourdement la jeune femme, qui est sensible aux avances de cet homme, et monte dans sa voiture. Il arrive à donner une description un peu plus détaillée de la voiture, puisqu'il y a un panneau à vendre dessus, et elle est abîmée sur une portière. Sauf que c'est une liste de 70 000 voitures qu'il faut examiner, et cela ne donne rien. L'enquête reste au point mort jusqu'à ce que les enquêteurs de Versailles apprennent pour le viol de Karine.
Le mode opératoire est similaire et donc ils vont penser que c'est la même personne. On compare les ADN qui ont été prélevés et bingo, c'est bien la même personne. Mais en 2000, le FNAEG en est à ses débuts et il ne permet pas de relier tous les viols entre eux. Ces affaires vont donc tomber peu à peu dans l'oubli. Jusqu'à Elisa. Elisa est une Parisienne de 17 ans. Elle rend visite à une amie dans le 13e arrondissement, dans sa résidence. Une résidence sécurisée, et elle ne fait pas attention à l'homme qui rentre en même temps qu'elle. Tous les deux prennent l'ascenseur, et c'est à ce moment-là qu'il sort une arme pour la menacer. Sauf qu'il ne connaît pas la résidence et cherche donc un moyen de sortir. C'est sécurisé, donc les portes sont verrouillées. L'homme va donc déambuler avec sa victime dans une main et son arme cachée dans sa manche dans l'autre. Et ce petit manège, il va durer une bonne vingtaine de minutes, jusqu'à ce que des voisins qui voient le couple, parce qu'ils pensent que c'est un couple, et décident de les aider à sortir. Ces personnes n'imaginent pas à ce moment-là qu'ils viennent d'aider à un kidnapping. Nous sommes le 8 juin 2008, et Elisa se retrouve dans la rue avec cet homme menaçant. Il la pousse à l'intérieur de sa Clio bleue et lui cache les yeux. 1 heure plus tard, ils arrivent en Essonne, dans le bois de Chanqueuil. Il lui ordonne alors de descendre, il la déshabille, il la et il abandonne ses vêtements dans la nature. Elisa est prise en charge par la police et va décrire un homme de type européen, âgé d'environ 50 ans, mince mais assez carré au niveau des épaules, les cheveux courts grisonnants, les yeux d'un bleu si clair que son regard perçant semble métallique, et portant un petit diamant argenté à l'oreille gauche. Avec ces informations, on réalise un portrait robot. Les prélèvements ADN qui sont effectués sont versés au FNAEG, et on se rend compte qu'il s'agit du même homme que pour les affaires précédentes. Celui qu'on appelle désormais le prédateur des bois est traqué. On connaît son mode opératoire, toujours des jeunes femmes, seules, qu'il aborde à bord de sa voiture, en prétextant chercher son chemin. Il les amène toujours dans des bois et les abandonne nus. Mais pour Elisa, l'homme a pris du galon ou de la confiance parce qu'il a osé agir dans une résidence sécurisée, à pied et aux yeux de tout le monde. Cette résidence, elle est sécurisée, elle est équipée de caméras de vidéosurveillance. Il a donc pris un vrai risque. Sauf qu'il n'y a pas de réelles conséquences puisque les images sont exploitées, mais elles sont floues. Les pixels ne permettent pas de voir de façon précise le visage de cet homme. Idem pour sa voiture, c'est une Clio, c'est une des voitures les plus vendues en France. On a donc un homme qui sait ce qu'il fait et qui arrive à échapper à la police depuis des années. Le temps passe et l'année 2011 s'achève. Le FNAEG grandit de jour en jour parce qu'il est alimenté de jour en jour par les affaires. Et arrive donc le moment où on y verse les ADN qui avaient été prélevés en 98 et 99. Et là, bingo, on sait que le prédateur des bois est à l'origine du viol de Clara et de Sophie. Ça fait donc 5 victimes en tout. Les services de police sont mobilisés pour arrêter celui qu'on décrit comme un violeur en série. Mais on a finalement peu d'informations, à part sa description physique, et on imagine que c'est un homme qui est en lien avec la nature, puisqu'il arrive toujours à trouver des coins isolés. On pense qu'il vivait en Charente-Maritime avant de déménager en région parisienne. Le juge d'instruction qui est en charge de cette affaire va demander un nouveau portrait robot. Cette fois-ci réalisé en combinant les 5 descriptions des 5 victimes, et pas seulement la description faite par Elisa. Cette image nouvelle, elle est balancée dans la presse. Et on y décrit un homme âgé d'une 50aine d'années, d'1m80 à 1m90, aux cheveux courts bruns grisonnants, aux yeux bleus très clairs donnant l'impression d'un regard d'acier et pouvant porter un diamant ou un anneau à l'oreille gauche. Les témoignages pleuvent à la brigade des mineurs. Sauf que ces témoignages, eh bien ça fait beaucoup de travail et finalement pas de résultat. Le juge d'instruction prend une autre décision, celle de faire appel à une profileuse de la section de recherche de Paris. Elle lui demande un portrait robot psychologique. Cette femme va visiter les lieux de commission des infractions, va éplucher les dossiers, analyser les auditions des victimes, ne rien laisser au hasard. Et elle va en déduire que le coupable est un monsieur tout le monde, un homme solitaire, sans histoire, qui ne se fait pas remarquer mais qui a certainement une profession qui l'amène à bouger. C'est un hyper tranquille, dans le sens où il ne prend aucune précaution. Il ne planifie pas, il chasse. Il est égocentrique, centré sur son besoin du moment, sa pulsion, et passe à l'acte. Il a un type de cible idéal, et il sait comment les repérer et les amener dans sa voiture. Ce prédateur, il a certainement été en couple entre 2000 et 2008, période où il n'y a pas de viol identifié. Et depuis 2008, on ne sait pas s'il n'est plus passé à l'acte, ou s'il a juste pris des précautions.
C'est un profil beaucoup plus détaillé qui amène à des auditions de suspects, mais l'ADN ne confirme personne. En 2016, le juge d'instruction est embêté. Le parquet envisage de classer cette affaire faute d'éléments nouveaux, faute de suspects. Sauf que les victimes et leurs familles refusent catégoriquement et vont présenter au juge un argument de poids, celui de l'ADN, parce qu'on a de l'ADN. Et on sait qu'un jour, ça pourra servir. La magistrate fait appel à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, puis au groupe d'investigation et de coordination sur les crimes en série, qui récupère le dossier. Le 2 avril 2019, un nouveau portrait robot est réalisé. Il est actualisé puisque le prédateur des bois a certainement la soixantaine. Il a vieilli. Mais les moyens déployés ne suffisent pas. Alors, le juge d'instruction prend une décision radicale, appeler le FBI. On se croirait dans une série, mais pour le coup, c'est vraiment le FBI qu'on connaît qui a été appelé. Et c'est logique puisque le FBI est à la pointe des technologies, des avancées en ce qui concerne l'ADN. Et ce qui est de ce bureau américain, ce sont surtout les entreprises de généalogie. On a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans les recherches génétiques pour essayer de retrouver ces arbres généalogiques, qui glanent beaucoup de profils ADN et qui les conservent. Aux États-Unis, on le fait. Et grâce à ça, on arrive à créer des espèces de parentalité dans les profils ADN, en comparant aux autres membres de la famille. Le juge a donc un espoir, celui qu'un parent du prédateur ait fait une recherche ADN. C'est un espoir qui est particulièrement mince, mais ça vaut le coup de tenter. Alors allons-y. Le 25 août 2011, le juge d'instruction envoie donc une commission rogatoire au FBI pour lui demander de réaliser des investigations ADN. En mars 2022, le téléphone sonne. Le FBI appelle la France. Ça y est, ils l'ont. En tout cas, ils ont un membre de sa famille. Cet homme, c'est un Breton qui est né en 1991, qui est passionné de généalogie et qui avait envoyé son profil ADN pour reconstituer son arbre. La police a donc désormais une mission, reconstituer elle-même cet arbre généalogique, mais pas pour le fun, pour retrouver le prédateur. Après des années de recherche, le nom de Bruno Lambric apparaît. Ancien chauffeur-livreur de 62 ans, célibataire et sans enfant et vivant en Seine-et-Marne. Il a un casier judiciaire, il a une condamnation parce qu'il a commis un attentat à la pudeur sur une autostoppeuse quand il avait 23 ans. Mais la police ne doit pas s'emballer, elle doit tout vérifier. Et on constate qu'à part les faits de 98, il vivait toujours à proximité des lieux d'enlèvement ou des lieux de viol, des bois utilisés. Il a possédé une Renault 25 grise, et surtout, il correspond au portrait robot. Le 13 décembre 2022, Bruno est interpellé à Courtry, où il vit en Seine-et-Marne avec sa compagne. Il ne semble pas surpris de son arrestation et reconnaît rapidement le viol d'Elisa. Mais il explique qu'il ne se souvient pas pour les faits plus anciens. On le questionne davantage et il va finir par reconnaître pour toutes, sauf pour l'affaire de 98. On va alors lui proposer de refaire un prélèvement ADN et de comparer, puisqu'on a eu l'ADN à ce moment-là. Et le résultat est sans appel. C'est bien lui qui avait commis les 5 viols. Pendant le temps de sa garde à vue, les enquêteurs vont interroger son entourage, ses voisins, sa famille, et tout le monde tombe des nues. Personne ne reconnaît le Bruno qu'on leur décrit, puisque c'est un homme sans histoire, discret, poli, qui est investi dans la vie de sa commune. C'est un amoureux de la nature qui ne pose aucun problème. À la fin de sa garde à vue, Bruno est présenté à la juge d'instruction qui le met en examen. Il va expliquer qu'il a contracté le VIH en 1980 à la suite d'une transfusion à l'hôpital, et explique un petit peu la pulsion qui lui a valu sa première condamnation. J'ai un profond regret, un profond dégoût de moi-même pour ce geste. Je ne comprends pas pourquoi. C'est tout un mélange là qui explose en tête et qui fait qu'on passe à l'acte. Ce n'est pas moi et pourtant je ne pouvais pas m'en empêcher. Depuis, il a donc eu des pulsions qui le poussaient à accoster des jeunes femmes et à les violer. Mais il ne reconnaît pas immédiatement la préméditation et ce sont les questions de la juge qui finissent par le faire reconnaître. Je n'ai jamais fait de repérage, je partais me promener, puis je rencontrais une personne toute seule et là, la pulsion se manifestait. C'est quand je m'arrête pour demander une direction, c'est là que tout commence. Ne pensez-vous pas que vous avez créé les conditions pour que ces pulsions surviennent ? Oui, je déclenchais la pulsion en faisant cette recherche, cette promenade.
Lorsque vous croisez les victimes, vous êtes plus ou moins dans l'idée de les agresser, est-on d'accord ? Tout à fait. Nous sommes donc d'accord pour dire que ce sont des passages à l'acte prémédités, préparés. Oui. Entre 2000 et 2008, il explique qu'il était très occupé professionnellement et d'un point de vue sentimental. Il n'y a donc pas eu de passage à l'acte. Il explique qu'il n'était pas en chasse tout le temps et qu'il était aussi victime de son addiction aux stupéfiants. Même s'il admet qu'il a pris du plaisir à violer Elisa, il explique que ça a été un tournant, qu'il a compris, qu'il a eu le déclic et qu'il a arrêté par la suite. Finalement, il attendait cette interpellation. J'ai fait du mal à beaucoup de gens. Souvent, je pensais à ça. Je me demandais quand est-ce qu'ils vont m'arrêter. C'était presque un souhait. Je voyais de nouvelles lois passer, je me disais peut-être qu'ils vont me trouver. La juge d'instruction cherche à creuser la personnalité de Bruno pour essayer de comprendre ses passages à l'acte. Ce n'était pas le mal d'amour ou le manque sexuel qui m'ont fait faire ça, c'était occasionnel, comme ça. Ce n'était pas maladif, ce n'était pas un besoin crucial. La juge découvre que Bruno a grandi dans un contexte familial compliqué, avec un père alcoolique et un grand frère incestueux. À la fin de son interrogatoire, Bruno finit par des mots forts. C'est important d'aller au tribunal. Je ne sais pas si c'est un comportement normal, mais je suis pressée d'entendre les victimes, les voir en face, de pouvoir vraiment m'excuser. C'est vraiment viscéral. Bruno veut être jugé, mais il ne le sera jamais. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2024, alors qu'il est incarcéré à Fleury-Mérogis dans l'attente de son procès, il décide de mettre fin à ses jours en se pendant avec ses draps. Il ne sera donc jamais jugé et prive ses victimes d'un verdict. Et c'est ainsi que s'achève cette traque qui a duré plus de 20 ans, celle du prédateur des bois, et qui n'amènera à aucune condamnation. Et au-delà de la souffrance des victimes, on est également privé d'un débat juridique intéressant, celui de la recevabilité des comparaisons ADN. Les tests généalogiques et les bases de données qui sont conservées aux États-Unis par des entreprises privées, ce n'est pas permis en France. Et donc, en recourant à l'aide du FBI et de cette technique, le juge d'instruction a pris de gros risques sur la recevabilité du dossier. La justice française encourait donc une nullité de la procédure et cela aurait fait tomber les aveux de Bruno, même s'il avait reconnu. En tout cas, cela reste des suppositions puisque on n'aura jamais le fin mot de l'histoire puisque ça ne sera pas jugé. C'est tout pour cette affaire du prédateur des bois. Je ne sais pas si vous la connaissiez. Dites-moi en commentaire si c'était le cas ou si ce n'était pas le cas, si elle vous a intéressé. Est-ce que vous pensez que Bruno était sincère quand il a dit qu'il voulait être jugé et s'expliquer auprès des victimes ? Ou à votre avis, est-ce qu'il savait que de toute façon, il mettrait fin à ses jours ? Et surtout, quel est votre avis sur cette utilisation de l'ADN aux États-Unis par le FBI ? Parce que c'est quand même assez incroyable de se dire que lorsqu'on fait un test en ligne ADN, qu'on envoie son ADN, potentiellement, on peut être en lien avec une affaire criminelle. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Comme d'habitude, vous abonnez et activez la cloche pour les notifications, parce que je suis pas sûre que tous les abonnés voient les vidéos, donc faites-le. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!